Rentaro Satomi est un jeune orphelin qui a perdu ses parents il y a 10 ans, lorsque de mortels parasites, les Gastrea, sont apparus sur Terre, représentant une nouvelle menace. Ces Gastrea parasitaires infectent les humains et les transforment en monstres. Ce qui reste de l'humanité vit désormais à l'intérieur des murs monolithiques, des murs faits d'uranium, le seul matériau capable de blesser les Gastrea. Bientôt, des enfants nés avec le virus Gastrea et dotés de capacités surhumaines sont découverts et surnommés les enfants maudits. En raison de l'intervention du virus Gastrea, les enfants maudits ne pouvaient être que des filles. Des sécurités civiles sont formées pour se spécialiser dans la lutte contre les Gastrea, opérant avec un duo. Un initiateur qui sont des enfants maudits et un promoteur servant à diriger ces enfants maudits. 10 ans après l'épidémie, l'adolescent Rentaro décide de rejoindre l'agence de sécurité civile Tendo, appartenant à son ami d'enfance Kisara Tendo, afin d'empêcher la destruction de la région de Tokyo et par extension du monde entier. Le lendemain matin, le ciel de Tokyo est dégagé et Rentaro, désormais adolescent, pédale comme s'il n'y avait pas de lendemain pour atteindre une mission de la corporation de sécurité civile Tendo. L'officier responsable, Tadashima, semble surpris de voir que Rentaro, un jeune garçon, est en charge de cette mission. La confusion est vite dissipée lorsque Rentaro lui montre sa licence de sécurité civile, prouvant que les apparences peuvent être trompeuses. Après une discussion sur la loi interdisant aux détectives d'entrer dans les territoires infestés de Gastrea, les deux se dirigent vers le 4e étage, où des rapports signalent une possible activité Gastrea. Lorsque Tadashima s'enquiert de l'initiatrice, la partenaire de Rentaro, ce dernier l'assure avec confiance qu'il n'aura pas besoin d'elle. Cependant, il est bien évident que la situation va devenir bien pire qu'il ne l'imagine. Il avait raison. En arrivant à l'appartement, il découvre 2 corps et un mystérieux homme masqué, qui se trouve tranquillement au téléphone au milieu du chaos. Après une courte et quelque peu gênante conversation, l'homme masqué révèle qu'il a tué les 2 hommes et que son objectif est de détruire Tokyo. Rentaro, visiblement furieux, lance une attaque utilisant sa technique secrète, mais l'homme masqué l'esquive avec une facilité irritante. Les policiers qui tentent d'intervenir ne s'en sortent pas mieux, et bientôt l'homme masqué quitte les lieux, laissant Rentaro frustré et Tadashima enquêtant sur les environs, avec plus de questions que de réponses. Pendant ce temps, Enju, qui avait été laissée derrière, court pour rejoindre l'action. Sur son chemin, elle rencontre un homme ensanglanté qui se transforme bientôt en Gastrea araignée. Enju, avec une agilité impressionnante, affronte le monstre tandis que Rentaro et Tadashima arrivent à lui pour l'aider. Malgré tous les efforts de Tadashima, il ne parvient pas à blesser le Gastrea. Cependant, Rentaro et Enju, avec leurs compétences combinées, réussissent à le vaincre de manière spectaculaire. Après le combat, Enju ne peut s'empêcher de déposer un baiser sur les lèvres de Rentaro, à sa grande surprise et confusion. Car bien sûr, quelle meilleure façon de célébrer une victoire contre un monstre géant qu'avec un baiser inattendu? Tadashima observe tout cela avec un mélange de surprise et de curiosité, réalisant finalement qu'Enju est l'initiatrice de Rentaro, l'une de ses enfants connus sous le nom d'enfant maudit qui possède des capacités spéciales grâce au virus Gastrea. Après cette mission intense, Rentaro retourne à l'agence, seulement pour être réprimandé par Kisara Tendo, la chef de la corporation de sécurité civile, Tendo. Rien ne dit mieux bon retour qu'une bonne réprimande pour avoir oublié l'argent de la récompense. Kisara informe Rentaro qu'ils n'ont toujours pas trouvé le Gastrea originel responsable de l'infection, ajoutant ainsi plus de pression sur eux. Avant que Rentaro ne puisse proposer de la raccompagner chez elle, Kisara mentionne nonchalamment qu'elle a un rendez-vous médical, laissant Rentaro quelque peu mal à l'aise. Plus tard, Rentaro rend visite au docteur Sumire Muroto, une chercheuse excentrique qui travaille sur le virus Gastrea. C'est le genre de personne qui aime effrayer les gens pour s'amuser. Après une discussion sur le saut évolutif que subissent les Gastrea en infectant les humains, Rentaro rentre chez lui pour continuer sa vie quotidienne avec Enju. Ici, nous voyons un peu le côté plus léger de leur routine quotidienne, qui inclut des dîners et des disputes pour l'espace personnel. Enju, clairement affectueuse, essaye d'attirer l'attention de Rentaro à chaque occasion, menant à des scènes comiques où Rentaro tente de garder ses distances. Cependant, Enju a d'autres idées sur ce que signifie la distance. Le lendemain matin, les nouvelles annoncent que Seitenshi, une figure clé de la politique de Tokyo, fera une apparition aux côtés de Kikunojo Tendo. Enju, comme toujours, distraite, et Rentaro, essayant de la maintenir concentrée pour arriver à l'école à l'heure, finissent sur le vélo. Entre blagues et petites discussions, Rentaro rappelle à Enju qu'elle doit garder son identité secrète à l'école, car elle est une enfant maudite, ce qui pourrait lui causer des problèmes. À la fin de la journée, Rentaro observe de loin la zone extérieure, où les enfants maudits, le dernier espoir de l'humanité, vivent isolés. Bien que la situation soit sombre, il y a une lueur d'espoir, même si cet espoir prend la forme d'enfants, au pouvoir extraordinaire, et avec plus de secrets qu'une ville en ruine ne peut en gérer. Rentaro Satomi reçoit un appel de sa partenaire, Kisara Tendo, l'informant qu'ils ont été convoqués à une réunion importante au ministère de la Défense. Kisara semble sérieuse, ce qui met immédiatement Rentaro en état d'alerte, car il est rare de recevoir des convocations urgentes du ministère. Il savait que quelque chose d'important se préparait.
quelque chose qui pourrait changer le cours de leur vie et l'avenir de la région de Tokyo. Sans perdre de temps, Rentaro se dirige avec Kisara vers le lieu désigné, se demandant quel genre de menaces ils étaient sur le point d'affronter cette fois-ci. En arrivant au ministère de la Défense, ils sont conduits dans une salle de conférence imposante, où ils sont accueillis par la présence d'autres corporations de sécurité civile. L'atmosphère est tendue, et Rentaro remarque les yeux des autres promoteurs fixés sur eux, en particulier sur Kisara, qui malgré son apparence jeune, dégage un air d'autorité. Alors qu'ils se dirigent vers leur siège désigné, un homme musclé se met en travers de leur chemin, bloquant le passage de Kisara. L'homme les nargue, sous-entendant que de jeunes enfants n'ont pas leur place dans des réunions aussi importantes. Rentaro, ressentant un mélange d'irritation et de détermination, se place devant Kisara pour faire face à l'homme. Cependant, avant qu'il ne puisse réagir, l'homme lui donne un coup de tête si violent qu'il manque de le faire tomber. Rentaro, désormais pleinement alerte, dégaine son arme et se prépare à se défendre. Au lieu de continuer le combat, l'homme rit et s'enquiert de son outil. Confus, il faut un instant à Rentaro pour réaliser qu'il fait référence à son initiatrice, Enju. Furieux du dédain manifesté envers les enfants maudits, Rentaro se prépare à une confrontation directe. La situation tendue se dissout lorsqu'un autre promoteur, Kagemitsu Mikajima, intervient, ordonnant à son subordonné d'arrêter le combat. L'homme musclé, que Rentaro apprendra bientôt à être Shogun Ikuma, se retire non sans jeter un dernier regard dédaigneux. Kisara, qui avait observé toutes les preuves, informe Rentaro que le classement IP de Shogun est de 1584, bien plus élevé que ce que Rentaro avait imaginé. Impressionné mais non découragé, Rentaro se concentre sur la réunion qui est sur le point de commencer. Peu après, un homme entre dans la pièce et les informe que la réunion débutera immédiatement. Les lumières s'atténuent et l'écran montre Seitenshi, la dirigeante de la région de Tokyo, ainsi que Kikunojo Tendo, le grand-père de Kisara, et l'homme qui a adopté Rentaro lorsqu'il n'était qu'un enfant. Seitenshi commence à parler, révélant que la menace à laquelle ils sont confrontés est d'une ampleur catastrophique. Les Gastrea ont commencé à infiltrer la région de Tokyo, et une mallette cruciale, contenant des informations vitales pour la sécurité de tous, a été volée. La tâche des promoteurs est de récupérer cette mallette et de vaincre les Gastrea infiltrés. Kisara lève la main, demandant si elle peut connaître le contenu de la mallette. Cependant, Seitenshi refuse de le divulguer, déclarant qu'il s'agit d'informations classifiées. Alors que la tension dans la pièce semble avoir atteint son paroxysme, un rire sinistre résonne dans la salle. Tout le monde se tourne, et du haut d'une table, un homme masqué se présente. C'est Kagetan Hiruko, un ancien promoteur devenu l'ennemi de la corporation de sécurité civile. À ses côtés se trouve sa fille, Koina, qui malgré ses seulement 10 ans, est une initiatrice dangereuse et létale. Kagetan se moque de Seitenshi, la qualifiant de dirigeante inutile, et annonce que lui aussi participera à la course pour l'héritage des 7 étoiles, le contenu mystérieux de la mallette volée. Avant que quiconque ne puisse réagir, Shogun attaque Kagetan avec son épée massive. Mais son coup est arrêté net par un bouclier invisible. Le bouclier de répulsion de Kagetan, alimenté par l'uranium circulant dans son corps, le protège de tout mal. Les autres promoteurs, terrifiés, tentent de lui tirer dessus. Mais les balles rebondissent sans effet. Visiblement satisfait du chaos qu'il a provoqué, Kagetan lance un cadeau vers Rentaro, lui disant que le jour du jugement approche. Il s'échappe ensuite avec Koina par une fenêtre, laissant la pièce dans un état de confusion et de panique. Après son départ, Seitenshi ajoute une nouvelle mission à la tâche. Non seulement ils doivent récupérer la mallette, mais ils doivent le faire avant que Kagetan ne mette la main dessus. Le lendemain, Rentaro tente de se vider l'esprit en faisant du shopping avec Enju. Cependant, le souvenir de la réunion au ministère le hante. Soudain, ils sont pris dans une situation violente lorsqu'une jeune fille, l'une des enfants maudits, est surprise en train de voler. Malgré les insultes et les mauvais traitements qu'elle reçoit, Rentaro décide de ne pas intervenir, sachant que toute action en sa défense ne ferait qu'aggraver les choses. Enju, en revanche, ne peut s'empêcher de ressentir de l'empathie pour la jeune fille, et remet en question les décisions de Rentaro. Plus tard, après avoir vu la jeune fille emmenée par la police, Rentaro la suit à moto jusqu'à une ruelle sombre. Là, à son horreur, il voit les officiers tirer sans pitié sur la jeune fille, la laissant au bord de la mort. Submergé par la cruauté de la situation, Rentaro emmène la jeune fille à l'hôpital, où les médecins parviennent à lui sauver la vie. Cependant, l'événement laisse une cicatrice sur son âme, lui rappelant que les enfants maudits, ceux qui devraient être considérés comme les sauveurs de l'humanité pour les protéger des Gastrea, sont au lieu de cela traités comme des parias. Cette même nuit, alors qu'il réfléchit à ce qui s'est passé, Rentaro est de nouveau confronté à Kagetan. Cette fois, le méchant lui fait une offre tentante de rejoindre sa cause. Kagetan essaie de soudoyer Rentaro avec la promesse que, s'il le rejoint, il pourrait mettre fin à la cruauté envers les enfants maudits. Rentaro, ferme sur ses principes, rejette l'offre immédiatement, tirant sur l'argent que Kagetan lui présente comme incitation. Bien que Kagetan le menace, disant qu'il fera bientôt face à la réalité, Rentaro reste inébranlable dans sa décision. Le lendemain apporte un nouveau coup émotionnel pour Rentaro. L'identité d'Enju a été révélée à l'école, et maintenant, elle a disparu. Désespéré de la retrouver, Rentaro parcourt la région de Tokyo, demandant aux enfants maudits s'ils l'ont vue. Finalement, il arrive à un égout où un homme nommé Matsuzaki s'occupe de plusieurs enfants maudits. Là, il apprend qu'Enju s'est caché, convaincu que sa révélation l'a rendue dangereuse pour Rentaro.
Malgré l'angoisse qu'il ressent, Rentaro poursuit sa recherche d'Enju, déterminé à la retrouver et à prouver qu'il sera toujours à ses côtés, quelle que soit l'adversité. Rentaro Satomi, après une journée épuisante de recherche infructueuse pour Enju, décide de retourner au laboratoire de Sumire Muroto. Son plan est de se défouler un peu et de chercher des conseils. Cependant, alors qu'il commence à parler, il remarque Sumire bâiller, montrant clairement son désintérêt. Confus, Rentaro lui demande si elle a prêté attention, mais elle répond nonchalamment qu'elle pensait à ce qu'elle allait manger pour le dîner. Ce commentaire irrite Rentaro, lui rappelant que c'était elle qui lui avait demandé de partager ses problèmes. Malgré la situation, Sumire reformule les mots de Rentaro, faisant comprendre que, bien qu'elle ait semblé distraite, elle écoutait. Néanmoins, Sumire ne peut s'empêcher de taquiner, commentant que les problèmes de Rentaro sont trop simplistes et ennuyeux. La conversation change lorsque Sumire réfléchit à la raison pour laquelle l'humanité doit affronter les Gastrea. Rentaro, d'un ton sérieux, lui rappelle que ces monstres sont les ennemis les plus létaux de l'humanité. Mais Sumire contredit cela, mentionnant l'existence de groupes religieux qui vénèrent les Gastrea comme des messagers de Dieu, envoyés pour purifier le monde des péchés humains. Pour certains, l'humanité est la véritable coupable de l'épuisement des ressources de la planète. Rentaro n'est pas d'accord avec cette vision et se demande ce qu'il adviendra des enfants maudits si les Gastrea sont vraiment des messagers divins. Sumire, gardant son calme caractéristique, suggère que ces enfants ne sont que des intermédiaires entre les humains et les Gastrea, provoquant la colère de Rentaro. Claquant la table des deux mains, il déclare fermement qu'Enju est humaine. Sumire, avec un sourire malicieux, dit qu'elle comprend enfin, mais lui rappelle que bien qu'il connaisse l'origine d'Enju, elle-même ne la connaît pas encore. Avant de partir, Rentaro remercie Sumire pour ses conseils. Alors qu'il se dirige vers la porte, Sumire lui transmet un message de son supérieur. Il devrait visiter le bureau du conseil étudiant de temps en temps. Rentaro hoche à peine la tête et continue son chemin lorsqu'il reçoit un appel urgent du professeur d'Enju, l'informant qu'elle a assisté au cours, mais qu'une situation préoccupante s'est développée. Pendant ce temps, Enju est assise à son bureau, seule, tandis que ses camarades de classe la fixent avec peur, gardant leur distance. En arrivant à l'école, Rentaro découvre une scène déchirante. Un groupe d'enfants entoure Enju, lui lançant des insultes et la traitant de monstre. Ils exigent qu'elle parte et ne revienne jamais. Enju, visiblement bouleversée, tente de se défendre, affirmant qu'elle est humaine et ne ferait jamais de mal à ses camarades de classe. De loin, Mei observe la scène mais ne peut plus le supporter et tourne la tête, incapable d'intervenir. Rentaro s'approche d'Enju et suggère qu'il devrait peut-être la transférer dans une autre école. Mais elle, les larmes aux yeux, refuse. Malgré tout, Enju se souvient des amis qu'elle s'est fait et ne veut pas les abandonner. Cependant, Rentaro, regardant les enfants terrifiés, lui assure que ses amis ne sont plus ses amis. À ce moment, le bruit d'un hélicoptère interrompt la conversation. Rentaro, d'un air sombre, dit à Enju qu'ils doivent partir. L'appel de Kisara arrive juste après, l'informant qu'ils ont localisé le Gastrea originel et qu'ils doivent être les premiers à arriver sur les lieux. Sur son ton habituel, Kisara mentionne également qu'elle a dépensé tout l'argent des frais de scolarité de Rentaro pour assurer sa participation à l'opération, le laissant à la fois surpris et résigné. Dans l'hélicoptère, alors qu'ils volent vers leur destination, Rentaro remarque quelque chose d'étrange, bouger dans l'air. Soudain, Enju ouvre la porte de l'hélicoptère et avant que Rentaro ne puisse l'arrêter, elle saute vers l'ennemi. Enju atterrit avec un coup de pied direct sur le Gastrea, faisant hurler le monstre alors qu'il s'écrase au sol. Rentaro ordonne au pilote de descendre pour qu'il puisse suivre Enju. Alors qu'ils descendent, Rentaro saute en utilisant une corde, mais perd le contrôle, s'écrasant dans les branches des arbres et atterrissant avec une blessure mineure. Sans perdre de temps, il se dirige vers l'endroit où Enju combat férocement le Gastrea. La bataille s'intensifie à l'arrivée de Rentaro. Enju, avec une précision impeccable, évite les attaques du monstre et le vainc avec facilité. Après la bataille, une boîte métallique émerge du corps du Gastrea. Alors que Rentaro ramasse la boîte, une figure sombre apparaît, Kagetan Hiruko. Avec un sourire, Kagetan remercie Rentaro d'avoir fait son travail et d'avoir trouvé l'objet qu'il cherchait. Enju adopte une posture défensive, mais avant qu'elle ne puisse réagir, Koina, la fille de Kagetan, apparaît devant elle, prête à se battre. Tandis qu'Enju affronte Koina, Kagetan et Rentaro s'engagent dans une bataille intense. Cependant, Kagetan démontre rapidement sa supériorité, battant Rentaro avec sa technique Maximum Pain. À peine conscient, Rentaro dit à Enju de courir, mais elle refuse de le quitter. Face au refus d'Enju, Rentaro tire une balle à ses pieds, la forçant à fuir. Malgré son instinct de protéger Rentaro, Enju obéit et court chercher de l'aide. Koina, frustré que sa proie se soit échappée, demande à Kagetan la permission de poursuivre Enju, mais il le lui refuse, déclarant que leur priorité est d'éliminer Rentaro. D'un mouvement rapide, Koina poignarde Rentaro dans le dos, lui infligeant une grave blessure. Affaibli, Rentaro trébuche jusqu'au bord d'une falaise. Avec un sourire sadique, Kagetan lui demande s'il a des derniers mots, mais Rentaro, avec le peu de force qui lui reste, lui dit simplement d'aller en enfer. Kagetan tire et Rentaro tombe dans l'abîme, perdant connaissance. Plus tard, Rentaro se réveille à l'hôpital, avec Kisara à ses côtés. Elle explique que Kagetan prévoit d'invoquer un Gastrea de stade 5 en utilisant l'héritage des 7 étoiles. Bien que Kisara essaie de convaincre Rentaro qu'il ne peut pas gagner cette bataille, il décide de se joindre au combat quand même,
Après avoir dit au revoir à Kisara et Enju, Rentaro se dirige vers le laboratoire de Sumire pour rassembler des fournitures. Sumire remet à Rentaro un sac de médicaments expérimentaux, l'avertissant qu'ils sont un dernier recours. Avec détermination, Rentaro se prépare pour la bataille finale contre Kagetane Koina. Aux côtés d'Enju, il se lance dans une mission pour arrêter le désastre imminent, espérant protéger l'humanité une fois de plus. Tout étant prêt, Seitenshi se tient devant une carte du territoire inexploré, une vaste étendue infestée de dangers et de Gastrea. Le plan étant établi, Rentaro, Enju et d'autres promoteurs et initiateurs se lancent dans une mission cruciale. Ils embarquent à bord d'un vol qui les mènera à la recherche de Kagetan, leur ennemi mortel, dont la localisation a finalement été retrouvée. L'atmosphère dans l'hélicoptère est tendue, le danger qui les attend au sol est imminent. Après un vol qui semble éternel, ils arrivent à l'endroit désigné. Le paysage est sombre, désolé par les invasions de Gastrea. Rentaro et Enju avancent prudemment, surveillant chaque pas alors qu'ils traversent le terrain périlleux. Au loin, ils parviennent à repérer un Gastrea, mais avant d'être détectés, ils s'écartent du chemin et évitent la confrontation. Leur travail d'équipe et leur synchronisation les maintiennent en sécurité. Pour l'instant, le répit est de courte durée, car une explosion secoue l'air, attirant l'attention d'un Gastrea de stade 4. Avec sa taille colossale et sa vitesse, le monstre commence à les poursuivre, menaçant de les anéantir. Enju, avec son incroyable agilité, attrape Rentaro et court à une vitesse impressionnante, échappant avec succès au monstre. Chaque seconde compte alors qu'il se déplace à travers le terrain accidenté et dangereux. Après avoir atteint la sécurité et pris un moment pour reprendre leur souffle, Enju et Rentaro continuent leur chemin jusqu'à ce qu'ils tombent sur une vieille maison, apparemment abandonnée, au milieu d'un territoire hostile. Une faible lumière filtre à travers les fenêtres, les alertant de la présence de quelqu'un à l'intérieur. Ils décident d'enquêter avec prudence. Rentaro, son arme prête, ouvre lentement la porte, tandis qu'Enju, plus agile et préparé à un combat surprise, se glisse par la fenêtre, prête à neutraliser toute menace. Alors qu'Enju est sur le point d'attaquer la silhouette sombre, Rentaro l'arrête à la dernière seconde. La personne à l'intérieur n'est pas une menace, mais Kaio Senju, l'initiatrice de Shogen. Il réalise bientôt que Kaio était blessée. Une profonde blessure à sa main attire l'attention de Rentaro, et il s'en occupe immédiatement, montrant son côté compatissant au milieu du chaos. Pendant que Rentaro prend soin de Kaio, Enju monte la garde à l'extérieur, s'assurant qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. À l'intérieur de la maison, Rentaro et Kaio ont une conversation où la jeune fille révèle des détails sur sa vie d'initiatrice, les luttes qu'elle affronte constamment et ce que cela signifie pour elle de combattre aux côtés de Shogen. Malgré les difficultés, Kaio fait preuve d'une résilience et d'une détermination qui résonnent avec Rentaro. Cet échange, bien que très bref, permet à Rentaro de mieux saisir le fardeau émotionnel et physique que les enfants maudits supportent jour après jour. La conversation est soudainement interrompue lorsque Xiaojin, le partenaire de Kao, interpelle Enju, l'informant qu'ils ont enfin localisé Kagatan. L'équipe se prépare pour l'ultime confrontation. Rentaro, Enju et Kao quittent rapidement la maison et se dirigent vers l'endroit où Kagatan se trouve. En chemin, Kao parle à Rentaro d'un sujet des plus intrigants. L'escalier vers le ciel, une structure mythique qui, dit-on, pourrait bien changer le cours de l'humanité si quelqu'un parvenait à la contrôler. Finalement, le trio arrive dans un port abandonné. Le bruit des vagues s'écrasant contre les rochers est la seule chose que l'on peut entendre dans ce lieu désolé. Depuis le rivage, ils observent l'emplacement supposé de Kagatan, sachant que la bataille finale est imminente. La tension dans l'air est palpable alors qu'ils se préparent à affronter leur ennemi le plus redoutable. Rentaro et Enju localisent Kagatane Haruko et son initiatrice, Koina, tandis que Kaio se porte volontaire pour rester en arrière afin d'empêcher les Gastria d'interrompre la bataille imminente avec l'homme masqué. La confrontation débute rapidement, Rentaro et Enju faisant face à la puissance redoutable de Kagatan. Après un combat acharné, le duo arrive dans un village voisin, où ils découvrent une scène dévastatrice. Un bras sectionné et le corps de Xiaojin gisant sans vie, empalé par sa propre épée Buster. Sur un bâtiment proche, Kagatan et Koina apparaissent, prêts à régler leur compte avec Rentaro. La situation devient de plus en plus tendue. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle, Seitenshi discute des chances de succès de Rentaro et Enju avec Kusara. Avec assurance, Kusara affirme qu'ils remporteront une victoire totale. Lorsque des doutes surgissent, Kusara révèle le passé douloureux de Rentaro, où il a perdu son bras droit, sa jambe droite et son œil gauche suite à une attaque de Gestria il y a 10 ans. C'est la chirurgienne Sumire Miroto qui l'a sauvé, reconstruisant son corps avec des prothèses en varénium. De retour au village, Kagatan affronte Rentaro, le menaçant de l'empêcher de récupérer l'héritage des 7 étoiles. Rentaro, se souvenant des humiliations passées, jure de le détruire. Pendant le combat, il brise l'arme de Kagatan et le laisse momentanément étourdi. Cependant, la bataille prend une nouvelle tournure lorsque les prothèses de Rentaro commencent à se détériorer, révélant que, tout comme Kagatan, il fait lui aussi partie du plan de création de la nouvelle humanité. Malgré la douleur, Kagatan sourit, se délectant du sentiment d'être en vie. Koina, pleine de rage, attaque Rentaro, mais lui et Enju parviennent à bloquer son assaut. La bataille s'intensifie, alors que Kagatan explique que combattre les Gestria donne un sens à sa vie, et que la guerre est le seul moyen, pour des personnes comme lui, Rentaro, Koina et Enju, de trouver un but à leur existence. Une fois de plus, il offre à Rentaro la chance de rejoindre sa cause, mais Rentaro refuse. Enju attaque Kagatan, mais ses efforts sont vains.
il bloque son coup et contre-attaque avec ses puissantes armes à feu à uranium. Rentaro intervient, protégeant Anju des balles, mais cela donne à Kagatan l'occasion de lui transpercer l'abdomen, le laissant gravement blessé. Désespéré de survivre et de ne pas abandonner Anju, Rentaro s'injecte plusieurs doses de médicaments expérimentaux AGV, lui permettant de régénérer ses blessures. Dans un accès de rage, Rentaro défait brutalement Kagatan d'un seul coup chacun. La bataille prend fin, mais la menace n'a pas disparu. Rentaro reçoit un appel de Kusara, l'informant qu'un Gestria de stade 5 a commencé à faire des ravages. Le seul moyen de l'arrêter est d'utiliser l'escalier vers le ciel, un dispositif capable de générer une explosion d'uranium de haute puissance. Sans perdre de temps, Rentaro et Anju se dirigent voir vers le site et activent l'appareil. Cependant, à leur arrivée, ils découvrent qu'aucune munition d'uranium n'est chargée. Sans autre choix, Rentaro prend une décision désespérée. Il arrache son propre bras en vérianium et l'utilise comme munition. Incapable d'activer le canon à distance, il est contraint de tirer manuellement. Malgré le risque, il réussit, et Scorpio, le monstrueux Gestria, est détruit. Après la bataille, Rentaro couvre Inju, épuisé de sa veste, et part à la recherche de Kaio. Quand il la trouve gravement blessée, entourée des corps des Gestria qu'elle avait vaincus, Kaio demande si Shujin est en sécurité. Rentaro, incapable de lui dire la vérité, ment, lui affirmant qu'il est sain et sauf. Il observe le corps de Kaio commencer à montrer des signes de transformation en Gastria. Consciente que son taux de corrosion a dépassé les 50%, Kaio demande en larmes à Rentaro de mettre fin à sa vie tant qu'elle est encore humaine. Reconnaissante d'être perçue comme telle, Kaio lui demande de suivre son cœur s'il se perd un jour dans l'obscurité. Ému, Rentaro la nomme son ami, irremplaçable, avant d'exaucer son dernier souhait. Plus tard, Rentaro affronte Kikinagyo Tendo, l'accusant d'avoir engagé Kagatane. Rentaro soupçonne Kikinagyo d'avoir planifié d'invoquer Scorpio pour détruire Tokyo et empêcher la mise en œuvre de la nouvelle loi Gestria. Kikinagyo lui rappelle la douleur et la souffrance que les Gestria ont infligées à l'humanité et demande comment Rentaro peut s'attendre à ce qu'il accorde les mêmes droits à ceux qui sont capables de les contrôler. Bien que rempli de rage, Rentaro décide de lui épargner la vie, en gratitude pour avoir sauvé la sienne des années auparavant. Finalement, Rentaro rend visite à Seitenshi, qui refuse de lui donner des détails sur le véritable but de l'héritage des 7 étoiles ou la nature des Gastria. Alors que Rentaro y réfléchit, il rencontre Inju dans un parc, méditant sur les paroles de Seitenshi concernant la nouvelle loi sur les Gastria et la montée en grade. Rentaro comprend que s'il continue d'avancer, il trouvera les réponses qu'il cherche. Cependant, dans le laboratoire de Sumire, un ordinateur révèle que le taux de corrosion d'Inju a atteint 42,1%, dangereusement proche d'un effondrement total. Dans le dojo, la tension dans l'air est palpable, alors que Rentaro Satomi observe Kusara Tendo, qui s'entraîne avec son épée Ombre de Neige. La précision et la vitesse avec lesquelles Kusara manie sa lame sont fascinantes. En quelques secondes, elle détruit sa cible, laissant Rentaro stupéfait. La technique de Kisara n'est pas seulement une démonstration d'habileté, c'est une preuve de sa létalité. L'Ombre de Neige n'est pas une épée ordinaire. Elle est spécifiquement conçue pour tuer, et son manieur la manipule avec une maîtrise qui ne vient qu'après des années d'entraînement discipliné. Alors que Rentaro admire silencieusement la vitesse à laquelle Kisara frappe, il réalise que sa partenaire de combat n'est pas quelqu'un à sous-estimer. Soudain, Injuihara interrompt ses pensées. La jeune fille, débordante d'énergie, lui demande combien de temps il va encore la faire attendre. Il est temps de commencer la séance d'entraînement d'Inju. Cette séance implique d'esquiver des balles en caoutchouc, un exercice conçu pour améliorer son agilité. Avec une grâce impressionnante, elle esquive chaque balle tirée par Rentaro, démontrant à quel point ses réflexes se sont développés. Après avoir esquivé avec succès plusieurs balles, Inju lance un coup de pied haut vers Rentaro. Cependant, au lieu d'éloge pour son habileté, elle reçoit un commentaire embarrassant. Rentaro conseille à Inju d'éviter de lancer des coups tissus de pied haut en portant une jupe, laissant la jeune fille déconcertée. Rougissante, Inju répond timidement, laissant entendre que Rentaro a en fait apprécié ce qu'il a vu. Plus tard, alors qu'ils marchent ensemble, Rentaro et Kisara discutent d'Inju et de son avenir. Kisara, toujours pragmatique, demande à Rentaro quand ils inscriront Inju dans une nouvelle école, car la précédente l'a rejeté en raison des préjugés contre les enfants maudits. Rentaro, cependant, n'a pas encore trouvé d'école appropriée, car il ne veut pas exposer Inju à la discrimination de la société. Kisara suggère qu'il pourrait l'inscrire dans une école du district extérieur, un endroit avec moins de restrictions. Rentaro reste hésitant, conscient des dures conditions de vie dans le district extérieur, et de la façon dont cela pourrait affecter Anju. La conversation les amène à réfléchir à l'avenir de la jeune fille, Kisara encourageant Rentaro à considérer ce qui est le mieux pour son bien-être. Alors qu'ils débattent de la question, Kisara mentionne une nouvelle offre d'emploi présentée à Rentaro, devenir garde du corps de Seitenshi, la gouverneure de la région de Tokyo. Rentaro est surpris d'apprendre que c'est Kisara qui a postulé pour le poste en son nom, bien qu'il admette n'avoir pas encore décidé s'il allait l'accepter. Cependant, lorsque Rentaro se retrouve face à Seitenshi, elle exprime son désir qu'il accepte le poste et l'accompagne partout en tant que son garde du corps personnel. Rentaro, cependant, reste sceptique. Bien que Seitenshi lui offre le poste, il hésite à accepter, soulignant qu'elle a déjà des gardes du corps bien entraînés. C'est à ce moment-là qu'apparaît Yasuaki Taketo, le chef des gardes du corps de Seitenshi et son second lieutenant.
Avec un air d'arrogance, Yasuaki tend la main vers Rentaro, qui décide de ne pas prêter grande attention à ce geste. Bien que la situation semble calme, Rentaro n'a pas encore pris de décision concernant l'acceptation du poste. Alors que Rentaro déambule dans la grande demeure de Seitenshi, perdu dans ses pensées, il est soudainement confronté par Yasuaki et 2 autres gardes. Leurs armes braquées sur lui, Yasuaki ordonne à Rentaro de refuser l'offre de Seitenshi et de quitter la demeure sur le champ. Yasuaki révèle que c'est Kikinagyo Tendo, le grand-père de Kisara, qui lui a confié la protection de Seitenshi, et il ne tolérera pas que quelqu'un comme Rentaro interfère avec son travail. Cependant, Rentaro refuse d'obtempérer. Son refus enrage Yasuaki, qui ordonne aux gardes de le maîtriser et de lui briser les os. S'ensuit une confrontation brève mais intense, où Rentaro démontre sa capacité à se défendre, désarmant rapidement l'un des gardes et tirant une balle qui effleure Yasuaki. La situation dégénère rapidement, mais avant que Yasuaki ne puisse réagir, Rentaro est interrompu par un autre garde, le forçant à battre en retraite. Peu après cette altercation, Rentaro décide d'accepter le poste de garde du corps de Seitenshi. Alors qu'il quitte le manoir, il tombe sur une scène inattendue. 3 hommes harcèlent une jeune fille, lui criant dessus pour avoir renversé l'un de leurs compagnons avec son vélo. Rentaro, enragé par les abus des hommes, intervient. Brandissant son badge de sécurité civile, il les menace et les force à reculer. La jeune fille, Tina Sprout, remercie Rentaro pour son aide, émerveillée par la figure héroïque qu'elle vient de voir. Elle le regarde avec admiration, confessant n'avoir jamais rencontré de super-héros auparavant. Rentaro remarque que Tina semble désorientée et inquiète, et quand il l'interroge, il découvre qu'elle est perdue. L'emmenant sur un banc proche, Rentaro s'assied à côté d'elle et l'aide à se nettoyer, tandis qu'elle explique qu'elle est nocturne et doit prendre des pilules de caféine pour rester éveillée pendant la journée. Intrigué par la situation, Rentaro lui donne son numéro de téléphone au cas où elle aurait besoin d'aide à l'avenir. Tina, avec un sourire timide, compose immédiatement le numéro pour s'assurer qu'il est correct. Alors qu'ils se séparent, Rentaro ne peut s'empêcher de se sentir intrigué par la mystérieuse jeune fille. Cette même nuit, Tina reçoit un appel mystérieux. À l'autre bout du fil, une voix confirme qu'elle a réussi à infiltrer la zone de Tokyo. Tina, d'un ton froid et calculé, révèle que sa cible est Seitenshi et qu'elle éliminera la gouverneure dès que l'occasion se présentera. Tina, en réalité une assassine hautement entraînée, se prépare à exécuter sa mission. Après avoir récupéré ses armes dans une boîte de location, elle est arrêtée par une voiture de police et interrogée. Suivant les ordres de son supérieur, Tina élimine facilement les officiers sans hésitation, laissant derrière elle une scène de chaos et de destruction qui attire l'attention de tous. Le lendemain, Rentaro et Seitenshi se rendent à une réunion avec le président Sadek. Au cours de la rencontre, Sadek révèle ses plans ambitieux de construire l'escalier vers le ciel, une structure destinée à emmener l'humanité au-delà de la Terre. Cependant, ses véritables intentions sont enveloppées de mystères et de suspicions. Changeant brusquement de sujet, Sojin commente avec assurance qu'une fois le projet Gastria entièrement achevé, les régions du Japon se réuniront. De plus, il laisse entendre son ambition en révélant qu'il se considère destiné à gouverner tout le pays. Ces paroles résonnent avec un mélange d'arrogance et de détermination, rendant clair que ce n'est pas seulement une simple discussion politique, mais une véritable déclaration de pouvoir. La réunion se termine brusquement, et en quelques minutes, Seitenshi, Ju et Rentaro se retrouvent dans une voiture, se dirigeant vers la maison de Seitenshi. Pendant le trajet, Rentaro remarque que Seitenshi semble désemparé. Conscient de son malaise, il tente de la consoler, lui rappelant que même Kikinagyo, quelqu'un qui a toujours été prudent, nourrissait également une aversion pour Sojin. Ces paroles offrent un léger soulagement à Seitenshi, mais le poids de la situation est indéniable. Seitenshi commente à quel point il est rafraîchissant d'être en compagnie de quelqu'un d'aussi sincère que Rentaro, quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, puis tout en tendant une boisson à Rentaro, elle révèle un fait troublant. Sojin a échangé de l'uranium avec d'autres pays en échange d'armes. Cela alarme Rentaro, car l'uranium est un matériau d'une importance capitale dans la lutte contre les Gastria. De plus, Seitenshi explique que dans un avenir proche, des gens du monde entier non seulement communiqueront avec les régions du Japon, mais enverront également des hauts fonctionnaires avec des missions d'assassinat et de sabotage. Un instant, Seitenshi partage son profond désir d'apporter la paix à la région de Tokyo, précisant que son ambition est noble mais difficile à réaliser. Rentaro, d'un ton grave, ne peut que répondre par un avertissement. Tu es le genre d'idéaliste qui meurt toujours jeune. Bien que ces mots soient un chaud dur, il ne peut s'empêcher de ressentir de la sympathie pour Seitenshi. Il admire sa détermination, bien qu'il s'inquiète de ce qui pourrait lui arriver si elle continue de poursuivre ses idéaux avec une telle passion. À ce moment-là, In, qui dormait, se réveille. Avec son humour enfantin habituel, elle dit à Seitenshi que Rentaro ne s'intéresse qu'aux femmes avec de gros seins. Soudain, Enju, avec une expression sérieuse, dit à Rentaro qu'elle a un mauvais pressentiment. Ces paroles mettent Rentaro en état d'alerte maximale. Regardant autour de lui par la fenêtre de la voiture, il remarque une lumière suspecte au loin. Ses instincts de combat se déclenchent immédiatement. Sans une seconde d'hésitation, il attrape Seitenshi et Inju, les poussant au sol, alors qu'une balle traverse l'air, frappant la voiture. La situation devient critique. Avant qu'un troisième tir ne puisse atteindre sa cible, Rentaro aide rapidement Seitenshi à se relever, tout en gardant Inju en sécurité.
Le sniper caché quelque part tire à nouveau, mais Inju, avec son agilité surhumaine, intercepte la balle d'un coup de pied précis, sauvant tout le monde. Immédiatement, plusieurs agents de sécurité encerclent Seitenshi, l'escortant en lieu sûr, tandis que Rentaro et Inju restent en arrière, vigilants et évaluant la situation. D'un bâtiment voisin, Tina Sprout contacte son maître. D'une voix froide, elle l'informe qu'elle a échoué dans sa mission d'éliminer Seitenshi. Cependant, elle l'assure qu'elle récupérera le Shenfield et se retirera avant que quiconque ne l'attrape. Alors qu'elle contemple la vaste ville, son prochain mouvement est déjà en tête. Tina est assise, sur un banc, près d'une rivière, attendant tranquillement Rentaro tout en bâillant, révélant sa nature nocturne. Rentaro arrive enfin, apportant avec lui un bento pour Tina. Reconnaissante, Tina accepte la nourriture avec un sourire chaleureux et commence à écouter Rentaro, qui parle de son désir soudain de lui faire visiter les environs. Cependant, tandis qu'il parle, Rentaro marque une pause, remarquant quelque chose de particulier. Tina noie son bento dans des pilules de caféine, ce qui pique sa curiosité. Tina, d'un geste nonchalant, lui rappelle qu'elle est habituée à la vie nocturne, écartant toute préoccupation. Alors que Tina commence à manger, Rentaro ne peut s'empêcher de repenser au sniper qui les a attaqués la nuit précédente. Il avait passé une grande partie de la nuit à chercher des indices sur l'identité de l'assaillant, mais en vain. Soudain, l'image de Tina, qui laisse tomber sa nourriture avant qu'elle n'atteigne sa bouche, le ramène au présent. Sans hésitation, Rentaro lui prend le bento des mains et commence à la nourrir lui-même. Tina, reconnaissante du geste, en demande davantage, ce qui provoque un rire sincère de Rentaro. Rapidement, elle termine son repas. Et Rentaro, d'un geste doux, lui essuie la bouche, montrant son attention et sa sollicitude. Satisfaite, Tina remercie Rentaro pour la nourriture, admettant que ce fut une journée amusante pour elle. Rentaro, de son côté, répond que la veille fut gênante en raison des événements récents, mais qu'il apprécie également le moment présent. Sans prévenir, Tina confesse qu'elle aime Rentaro, car il est la seule personne à l'avoir traité avec une véritable gentillesse. Au moment où Rentaro s'apprête à répondre, le téléphone de Tina sonne. Elle s'excuse et se retire rapidement dans l'allée la plus proche pour prendre l'appel. À l'autre bout du fil, son maître lui assigne une nouvelle mission, éliminer la présidente de la corporation de sécurité civile, Tendo, Kisara Tendo. Sans hésitation, Tina accepte la mission avec détermination. Rentaro, quant à lui, retourne au lycée Magata, où il rencontre une scène particulière. Deux filles quittent les lieux en hâte en voyant Kisara lourdement armée. Kisara, cachée derrière une porte, dit à Rentaro qu'ils doivent d'où s'introduire et éliminer Miori. Cependant, Rentaro insiste sur le fait que la force n'est pas nécessaire, mais il est interrompu lorsque Miori lui prend la main. Une fois à l'intérieur, ils commencent à discuter du sniper et du type d'arme utilisé, mais Miori admet n'avoir pas pu identifier le tireur. Rentaro, changeant de sujet, demande à Mori d'enquêter sur Sojin. Leur conversation se termine rapidement, Miori flirtant sans vergogne et suggérant à Rentaro de lui rendre l'appareil en montrant sa véritable puissance. Rentaro, mal à l'aise, recule et refuse de se prêter au jeu. À ce moment-là, Kisara fait irruption, furieuse, surprenant Rentaro et Miori. Après un échange tendu, Mori s'en va, mais non sans laisser entendre que Rentaro pourrait quitter la compagnie de Kisara pour rejoindre la sienne, ce qui fait exploser Kisara de rage. Rentaro se dirige vers le laboratoire de Sumire, où, avec Inju, elle ne peut s'empêcher de rire en entendant ce qui s'est passé dans le bureau de Miori. Après quelques plaisanteries, Sumire devient sérieuse et félicite Rentaro d'avoir vaincu Kagatan et d'avoir atteint un rang IP de 1000. Cela signifie qu'il peut désormais révéler des informations cruciales sur les 3 sages restants. Sumire explique que les sages sont responsables de la création des soldats mécaniques et que ceux ayant des rangs IP inférieurs sont ceux modifiés avec des corps mécaniques. Après cette révélation, Rentaro s'en va, mais Sumire demande à Inju de rester un peu plus longtemps. Pendant ce temps, dans les rues de la région de Tokyo, Tina est de nouveau en conversation avec son maître qui fournit des informations supplémentaires sur Kisara. Le maître mentionne également Inju, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit sur le promoteur, quelqu'un attaque Tina de manière inattendue, interrompant leur conversation. Tina arrive à la corporation de sécurité civile Tendo, où elle trouve Kisara se plaignant de Rentaro. Levant les yeux, Kisara réalise que Tina est armée. Agissant rapidement, elle se cache derrière son bureau, juste au moment où l'attaque commence. Avec agilité, Kisara saisit son épée, l'ombre de neige, et détruit l'arme de Tina, mais Tina reste imperturbable. Tina contre-attaque, poussant Kisara dans un coin. Kisara, en pleine agonie, crie désespérément à l'aide de Rentaro. Pendant ce temps, les mains de Tina commencent à trembler, hésitant dans l'attaque. À ce moment-là, Rentaro fait irruption dans la pièce et d'un coup de pied, repousse Tina sur le côté. Les deux se battent brièvement, mais Rentaro s'arrête en reconnaissant son adversaire. Finalement, Rentaro demande à Kisara de couper le sol, et alors qu'elle le fait, Tina s'échappe, laissant Kisara gravement blessée et transportée d'urgence à l'hôpital en raison de ses problèmes rénaux. Une fois à l'hôpital, Rentaro et Kisara ont une conversation sérieuse sur les problèmes rénaux de Kisara. Elle lui rappelle que sa maladie la pousse à chercher la destruction des Tendo. Les 3 partent ensemble, et Kisara informe Rentaro qu'elle lui confiera la mission de protéger la zone de Tokyo. Sans perdre de temps, Rentaro se précipite aux côtés de Seitenshi, l'accompagnant à sa prochaine réunion. Pendant le trajet, Rentaro partage ses réflexions avec Seitenshi, lui assurant qu'il la protégera, même s'il n'est pas d'accord avec certaines de ses méthodes. À leur arrivée, Taikuto confronte Rentaro,
le réprimandant sévèrement pour avoir laissé Seitenshi voyager dans un véhicule sans sécurité adéquate. Cependant, leur dispute est brusquement interrompue lorsque le sniper réapparaît, visant directement Seitenshi. Agissant rapidement, Rentaro la ramène en hâte à la voiture et crie au chauffeur d'accélérer. Alors qu'il fuit, le sniper tire à nouveau, mais à la dernière seconde, Rentaro ordonne au conducteur d'entrer dans un garage proche pour leur sécurité. Une fois à l'intérieur, Inju dit à Rentaro qu'elle va poursuivre le sniper, et il lui donne la permission. Cependant, Seitenshi avertit Rentaro qu'Inju ne pourra pas vaincre son adversaire, car Tina est une soldate mécanique et une initiatrice avec un rang IP de 97. Alarmé, Rentaro tente de contacter Inju, mais ne rencontre que le silence. Ailleurs, Tina tient le téléphone d'Inju, et bien qu'elle le porte à son oreille, elle est incapable de parler à Rentaro. La scène se termine avec le téléphone de Rentaro tombant au sol, taché de sang. Inju, la compagne inséparable de Rentaro, est allongée dans un lit d'hôpital. Elle est connectée à divers appareils médicaux avec une sorte de harnais sur la tête qui maintient le respirateur en place. Bien qu'elle ne montre aucune blessure visible significative, l'impact de plusieurs balles de calibre .50 aurait été fatal pour toute personne normale. Mais Inju, grâce à ses capacités régénératrices, a surveillé. Malgré cela, Rentaro ressent le poids de la situation. Il ne sait pas s'il peut continuer, surtout avec la troisième réunion entre Seitenshi et Satek qui approche à grands pas. Rentaro se remémore un moment clé, la rencontre avec l'inspecteur. Au cours de celle-ci, ils avaient discuté de la façon dont Inju avait été la cible de tir provenant de 4 endroits différents, simultanément. Tina, une initiatrice de haut niveau, était responsable de cette attaque. Cependant, malgré ses prouesses, elle n'a tué ni Inju ni un officier de police. Cela fait se demander à Rentaro si Tina évite délibérément de tuer des gens. Mais même avec ce doute, Tina demeure une menace sérieuse. Rentaro doit décider de continuer ou d'abandonner. Alors que Rentaro assimile tout cela, un garde méprisable apparaît dans sa voiture officielle. Il se moque cruellement de l'état d'Anju, alité à l'hôpital. Taikuto le menace, exigeant qu'il organise un faux plan de protection. En retour, il s'occupera du reste, faisant clairement comprendre qu'il a ses propres intentions. Lors d'une réunion ultérieure avec un médecin, quelque chose de curieux est révélé. Le drone Shenfield, une machine contrôlée par la pensée, sera crucial pour la prochaine mission de Rentaro. Bien que Rentaro fasse face à des obstacles écrasants, il est déterminé à vaincre Tina. Il sait que ceux qui atteignent les plus hauts niveaux de pouvoir le font en vendant leur âme, mais son désir de se battre reste sa pénitence, sa manière de réparer les torts du monde. Rentaro sollicite l'aide de Miyori, et elle prépare une bataille simulée dans un environnement holographique contre des snipers. Malgré son œil artificiel en véranium, qui accélère sa perception du temps et lui permet de tout traiter plus rapidement, Tina et Anju surpassent Rentaro. Cette simulation le laisse frustré, mais plus résolu à affronter ce qui l'attend. Pendant ce temps, Tina a une conversation avec son promoteur, Ayn Rand. Elle est à un carrefour, elle a échoué à éliminer ses cibles. Frustrée, elle détruit son appartement et se prépare pour une nouvelle tentative. Elle sait que la prochaine attaque pourrait être décisive. Le moment du duel arrive. Tina, démontrant son habileté, place plusieurs tirs, tandis que Rentaro détruit ses drones un par un. Miyori le soutient avec une surveillance aérienne, lui fournissant des informations cruciales. Elle l'informe que Tina n'est pas dans le même bâtiment que lui, mais dans celui d'à côté. Avec cette information, Rentaro se rapproche, réussissant à se mettre à portée pour un combat au corps à corps. Ils se battent au couteau dans une féroce bataille d'habileté et de dextérité. À un moment critique, Tina révèle un quatrième drone, une carte cachée que Rentaro n'attendait pas. Cependant, il réagit rapidement, lançant une grenade assourdissante juste au moment où Tina s'apprête à détruire le drone. Bien qu'il semble que la grenade ait échoué, elle explose miraculeusement à la dernière seconde, aveuglant Tina et donnant à Rentaro l'avantage nécessaire pour la vaincre. Tina, blessée et vaincue, demande à Rentaro de la tuer. Elle révèle que son corps est un mélange de technologie avancée, faisant d'elle une enfant maudite avec des améliorations mécaniques. Malgré la demande de Tina, Rentaro refuse de mettre fin à sa vie. Il reconnaît que bien que Tina ait été son ennemi, elle a sauvé Anju, et pour cela, il veut lui donner une seconde chance. Rentaro porte son adversaire vaincu, déterminé à plaider pour une sentence clémente en sa faveur. Alors que Rentaro et Tina tentent de quitter la zone, le garde Taikuto réapparaît. Il tire sur Tina à l'estomac pendant que ses hommes de main maîtrisent Rentaro, se délectant de leur souffrance. Au milieu du désespoir, juste au moment où le garde s'apprête à tirer à nouveau, Seitenshi arrive avec ses propres gardes. Elle a quitté la réunion plus tôt que prévu et met fin à l'assaut. Seitenshi, impressionné par la bravoure de Rentaro, lui offre une récompense. Elle lui demande ce qu'il désire en gratitude pour lui avoir sauvé la vie, et il répond clairement, il veut le pouvoir de protéger ceux qu'il aime. Usant de son autorité en tant que chef de la zone de Tokyo, Seitenshi promeut Rentaro au rang 300, faisant de lui le supérieur du garde-traître. Rentaro ne manque pas l'occasion. Il lui tire dans le doigt, le prévenant de rester loin de Tina, ou il le tuera pour trahison. Une semaine plus tard, Rentaro n'a pas réussi à trouver de lien entre Sadeke et Rand. Mais Tina a été détenue au palais de Seitenshi pour interrogatoire. Malgré cela, Kisara, la partenaire de Rentaro à l'agence de sécurité civile tendue, surprend tout le monde en embauchant Tina. N'ayant nulle part où aller, Tina rejoint l'équipe. Bien que Rentaro soit déconcerté par la rapidité de Kisara et Inju à pardonner quelqu'un qui a failli les tuer, il accepte ce nouveau développement inattendu.
Dans une scène choquante, un soldat affronte un Gastrea massif en tentant de défendre l'un des monolithes qui protègent Tokyo. Bien qu'il se batte vaillamment, ses efforts sont vains. Le Gastrea détruit sa garnison, et le soldat subit bientôt le même sort. Pendant ce temps, à la périphérie de Tokyo, Rentaro et Kisara ont construit une petite école en plein air pour les enfants maudits, ceux dotés de pouvoirs spéciaux en raison de leur infection par le virus Gastrea. Soudain, les élèves commencent à poser des questions embarrassantes sur la relation entre Rentaro et Kisara, le tout orchestré par Anju, qui ne manque jamais une occasion d'embarrasser son partenaire de combat, mais leur moment ludique est interrompu lorsque Seitenshi, la dirigeante de la zone de Tokyo, apparaît à l'école. La raison ? Informer Rentaro et Kisara d'un grave problème. L'un des monolithes, le monolithe 32, a été détruit. Le danger est imminent. Un Gastrea de stade 4, connu sous le nom d'Aldébaran, a aspergé le monolithe 32 d'un fluide corrosif qui le fera s'effondrer en 6 jours. La construction d'un nouveau monolithe prendra 9 jours, laissant la ville exposée pendant 3 jours critiques. Bien que Seitenshi tente de garder l'information secrète, l'effondrement du monolithe sera inévitable et provoquera une panique générale. En dehors de la ville, 2000 Gastrea se rassemblent déjà sous le commandement d'Aldébaran, prêts à attaquer. Le destin de Tokyo repose entre les mains de Rentaro. Seitenshi lui demande de former une équipe auxiliaire, une escouade spéciale, où l'agence de sécurité civile travaillera aux côtés des forces d'autodéfense japonaises pour contrer la menace Gastrea. Cette équipe devra tenir la ligne pendant la construction du nouveau monolithe, et Rentaro accepte la mission, bien qu'il ait du mal à croire qu'ils n'ont que 3 jours avant que la ville ne soit détruite. De retour chez lui, Rentaro est accueilli par une scène particulière, Anju et Tina le saluent. Sous la menace d'un couteau, il s'avère que Tina, qui vit désormais avec eux, a été recrutée par Anju pour faire du cosplay en l'une des Magical Girls de son émission préférée, Tenchu Girls. Tina, bien qu'apparemment une incroyable chef de pizza, ne peut pas faire grand chose d'autre, ajoutant une touche humoristique à leur vie commune. Plus tard cette nuit-là, Rentaro et Tina ont une conversation profonde. Elle révèle à quel point elle est reconnaissante d'avoir été sauvée de sa vie antérieure avec le professeur Rand. Elle se considère désormais comme une otaku grâce à Anju et voit Rentaro comme un grand frère. Pendant la conversation, Tina apprend la destruction du monolithe 32 et sans hésitation décide de rejoindre Rentaro dans le combat. Elle n'est plus l'initiatrice de niveau 98 qu'elle était autrefois. Maintenant, Tina a pris le contrôle de sa propre vie. Rentaro révèle à Tina les véritables motivations derrière la création de son entreprise de sécurité civile. Lui et Kisara sont tous deux animés par un désir de vengeance contre les Gastrea. De plus, Anju a été trahie tant de fois par les humains qu'elle est devenue froide et indifférente à leur égard. Cependant, au cours de la dernière année, Rentaro, Anju et enfin Kisara ont changé. Maintenant, ils sont plus engagés que jamais à protéger les gens. Le lendemain, Rentaro et Tina se lancent dans une mission de recrutement. Ils décident sans qui de rendre visite à d'autres membres de l'agence de sécurité civile pour former l'équipe dont ils ont besoin pour protéger Tokyo. En chemin, ils rencontrent une enfant maudite qui s'est défigurée en se versant du plomb fondu dans les yeux après avoir été abandonnée par sa mère. C'est une scène déchirante qui rappelle à Rentaro à quel point le monde peut être cruel envers ses enfants. En arrière-plan, des manifestants défilent contre la nouvelle loi Gastrea de Seitenshi, une loi qui a été rejetée après l'assassinat de l'un de ses principaux partisans. Leur petite promenade se termine lorsqu'ils arrivent chez les frères et sœurs Katajiri, Tamaki et Yuzuki, un duo de l'agence de sécurité civile. Tamaki, le chef du duo, refuse initialement de rejoindre l'équipe de Rentaro, arguant qu'il ne prend pas d'ordre de quelqu'un de plus faible que lui. Mais Rentaro n'est pas du genre à abandonner facilement. Dans un gymnase, Rentaro affronte Tamaki en duel. Tamaki manie des poings américains équipés d'une tronçonneuse en véranium, tandis que Rentaro met sa force retrouvée à l'épreuve. Malgré les compétences de Tamaki, Rentaro parvient à lui porter un coup solide. Pendant ce temps, Tina joue avec Yuzuki, la piégeant dans sa propre toile, montrant clairement que malgré sa nouvelle vie, elle reste une combattante redoutable. À la fin du duel, les frères et sœurs Katajiri réalisent à quel point Rentaro a changé depuis la dernière fois qu'ils l'ont vu. Avec cela, ils acceptent finalement de rejoindre l'équipe auxiliaire de Rentaro, aidant à défendre Tokyo contre l'invasion imminente des Gastrea. Après le duel bref et quelque peu chaotique entre Rentaro, Tina et les frères et sœurs Katajiri, Rentaro décide d'emmener Tina rencontrer Sumire Muroto. En chemin, Tina mentionne qu'elle avait entendu des rumeurs sur Sumire, la décrivant comme incroyablement intelligente, mais quelque peu particulière. À leur arrivée, ils entrent dans le laboratoire sombre et mystérieux de Sumire, où Rentaro l'appelle bruyamment. Des ombres, Sumire émerge lentement, son regard fixé sur Tina, qui inspecte des bocaux contenant des restes de Gastrea. Soudain, Sumire s'approche trop, s'appuie sur Tina et gémit sans prévenir, faisant crier Tina de peur. Cette entrée était bien trop bizarre à mon goût. Apparemment épuisée, Sumire révèle qu'elle n'a pas mangé depuis un moment, et que si elle avait été laissée seule un peu plus longtemps, elle serait probablement morte de faim. La tension brisée, ils commencent à discuter de sujets plus sérieux. Sumire explique à Rentaro comment son rang a augmenté grâce à la défaite de Kagatane et Kohina Haruko, et comment Kagatane, ce méchant imparable, était en fait un soldat créé par le chef allemand du plan de création de nouveaux humains. Pendant ce temps, Tina confesse qu'elle est toujours poursuivie par Ayn Rand, ce que Sumire avait deviné avec précision. Se sentant coupable, Tina dit à Rentaro qu'elle apportera probablement des ennuis et devrait partir avant de causer plus de chaos,
Mais Rantero et Sumire sont rapidement en désaccord. Rantero demande à Tina si elle veut vraiment partir ou si elle préférerait rester avec lui, Anju et Kisara. Émue, Tina hoche la tête. Rantero lui assure que sa présence ne sera un fardeau pour personne. Cette nuit-là, Tina se retire pour se reposer, et Sumire commente à Rantero que Tina est une bonne fille, mais qu'il ne devrait pas trop s'attacher, car les enfants maudits sont liés à leur taux de corrosion et ne peuvent y échapper. Rantero répond en disant que Tina et Anju sont toutes deux humaines, bien que beaucoup de gens ne le croient toujours pas. Cependant, il est déterminé à changer cette perception. Après la discussion au laboratoire, Rantero et son équipe s'installent dans un vaste champ, aux côtés de nombreux autres groupes de combat, tous se préparant à la bataille imminente contre Aldebaran et son armée de Gastrea. Mais tout n'est pas tension militaire, Yuzuki se plaint sans arrêt que la tente est trop petite, et qu'elle ne veut pas dormir près de Rentero, qu'elle qualifie de pervers. Pendant ce temps, Rentero et Inju partent recruter d'autres compagnons pour renforcer leur équipe auxiliaire. Le camp a une atmosphère festive, et Inju déborde d'énergie, excitée par le nombre de personnes rassemblées. Soudain, elle pointe du doigt un homme fortement gardé et son initiatrice. Peuvent-ils nous rejoindre ? Demande-t-elle avec enthousiasme. Après les avoir observés, Rentero décide de ne pas les approcher. L'homme est couvert de la tête aux pieds d'une armure, ce qui pour Rentero est un signe clair qu'il a trop peur d'être blessé au combat. Trouvons quelqu'un d'un peu moins blindé, suggère-t-il avec un sourire. Un peu plus loin, Inju désigne un homme musclé, mais avant que les choses ne dégénèrent, Rentero l'entraîne, évitant une bagarre potentielle. Le soleil commence à se coucher, et leur recherche de compagnons semble infructueuse. Ils décident ensuite de retourner à la tente, mais en chemin, ils tombent sur une scène troublante. L'homme en armure et son initiatrice gisent immobiles au sol, écrasés, avec une fissure dans l'armure de l'homme. Rantero dit rapidement à Inju de ne pas regarder, mais bien sûr elle le fait, et reste choquée. De retour au camp, la communication est à nouveau rompue lorsqu'une foule se forme autour d'un combat. Deux duos s'affrontent, et Rentero reconnaît l'un des combattants, Shuma Nagesawa, Najisawa, une vieille connaissance. Shuma et son initiatrice défont rapidement leurs adversaires, et Rentero s'approche pour le saluer. Après avoir pris des nouvelles, il demande à Shuma de rejoindre son équipe, et Shuma accepte immédiatement. Pendant le dîner, Shuma demande à Rentero si 3 duos seront suffisants pour affronter Aldebaran. Rentero admet qu'il espérait en recruter 5, le nombre maximum qu'il pouvait diriger efficacement. Tamaki suggère qu'ils sont trop peu nombreux, mais à ce moment-là, Kisara arrive avec une révélation. Ils en ont déjà sécurisé un autre. Kisara informe Rentero qu'elle a convaincu Seitenshi de retirer Tina et Ayn Rand des registres, et que toutes deux font officiellement partie de leur équipe. De plus, Tina et elle commenceront avec un rang de 9200, bien qu'elles soient convaincues qu'elles monteront bien plus haut rapidement. Rentero, préoccupé par l'état de Kisara, la prend à part pour une conversation sérieuse. Il lui rappelle sa santé délicate, notamment qu'elle doit attendre sa greffe de rein, et insiste sur le fait qu'elle pourrait facilement se blesser. Kisara, cependant, lui assure qu'elle a passé un examen médical avant de se joindre à eux, et qu'elle est en parfaite condition. Bien que Rentero reste inquiet, Kisara est catégorique, elle n'acceptera pas de refus. Rentero cède finalement, mais la prévient que si elle se blesse, il sera libre de la laisser derrière sur le champ de bataille. Malgré cela, Kisara sait que Rentero ne l'abandonnerait jamais. De retour au feu de camp, l'équipe se présente à nouveau, prête à affronter ce qui les attend. Anju, toujours pleine d'énergie, suggère de faire un cri de guerre pour se motiver avant le grand combat. Avec une confiance renouvelée, l'équipe se joint à un cri de guerre, sachant qu'ensemble, ils affronteront tout ce qui sera nécessaire pour protéger Tokyo. De retour à l'école, Rentero et Kisara distribuent des feuilles aux enfants maudits, leur demandant ce qu'ils aimeraient devenir en grandissant. Les réponses varient, mais sans surprise, Anju et Tina déclarent sans hésitation qu'elles veulent épouser Rentero. Au milieu de rires gênés et de regards amusés, Rentero rassemble le reste des réponses et se prépare pour la prochaine activité de la journée, une excursion. Les filles, excitées, le suivent jusqu'au monument des flammes de la Révolution, commémorant la deuxième des grandes guerres menées contre les Gastrea. Pendant que Rentero leur parle de la signification du monument et les rassure qu'il les protégera toujours. Quelque chose d'inattendu se produit. Toutes les filles commencent à lui déclarer leur amour. Certaines ont déjà des projets de mariage avec lui, ce qui provoque immédiatement le mécontentement d'Anju et Tina, qui échangent des regards de pure colère. La situation prend vite un tour comique, mais reste gênante pour Rentero, qui sait à peine comment gérer le harem soudain qui s'est formé autour de lui. De retour au camp, pendant que tout le monde dort, Rentero est plongé dans ses pensées, inquiet de leur capacité militaire à résister à la puissance écrasante d'Aldebaran. Pendant ce temps, Kisara l'invite à une promenade nocturne, et ensemble ils se dirigent pour enquêter sur le monolithe 32, la structure clé qui est devenue le centre de leurs préoccupations. Kisara explique que les monolithes sont construits en transportant des blocs par voie aérienne à une hauteur de 100 mètres, mais Rentero ne peut pas comprendre pourquoi Aldebaran semble obsédé par ce monolithe particulier. Soupçonnant quelque chose de plus sombre, il demande à Kisara de creuser davantage. Assis sous le ciel étoilé, Kisara et Rentero partagent un moment de tranquillité. Elle confesse que, malgré les difficultés, elle se sent heureuse d'avoir Anju, Tina et lui dans sa vie, bien qu'elle craigne aussi que tout cela puisse prendre fin un jour. Rentero, essayant d'apaiser ses craintes, la rassure qu'ils ne partiront pas, alors qu'ils se tiennent la main, ayant l'impression que le temps s'arrête un bref instant. L'horloge sonne minuit, scellant leur promesse sous les étoiles.
Le lendemain, Rentero marche dans les rues désertes de Tokyo, abandonné par ceux qui ont été évacués vers des abris. L'atmosphère est tendue, avec des signes de trouble et des affiches dénonçant le gouvernement de Seitenshi. Alors qu'il continue, il tombe sur une fille maudite et aveugle, entourée d'une foule en colère. Sans hésiter, Rentero disperse les agresseurs et dit à la fille de rentrer chez elle et d'éviter de se mettre à nouveau en danger. De retour au camp, Rentero rencontre Kisara, Inju et Tina, qui viennent de rentrer d'un incident à l'école. Lorsqu'il a été annoncé que Kisara serait la seule à enseigner les cours, elle a été accueillie par des huées, provoquant des rires nerveux au sein du groupe. Cependant, l'ambiance s'assombrit lorsque Tamaki, ignorant les sentiments entre Kisara et Rentero, remet à Kisara les informations qu'elle avait demandées sur le monolithe 32. Kisara parcourt les documents et son expression passe rapidement à la fureur. Dans un accès de colère, elle jette la recherche au feu, mais Rentero la récupère avant qu'elle ne soit complètement brûlée. Ce que les documents révèlent est choquant. Tendu Kazumitsu avait obtenu le contrat de construction du monolithe 32 sans concurrence, menant inévitablement à la corruption et à la subornation. Les tensions montant, Rentero et Anju se rendent à l'école le lendemain, sous l'avertissement de Tamaki de ne pas trop s'attacher à leurs élèves. En arrivant, Rentero remarque quelque chose d'alarmant. L'école est bouclée. Un cratère massif marque l'endroit où se trouvait autrefois le bâtiment. En enquêtant davantage, Rentero découvre avec horreur que le site a été bombardé. L'ampleur de l'explosion suggère qu'elle a été dévastatrice, et après avoir confirmé l'identité des corps au poste de police, Rentero est anéanti. C'étaient ses élèves. Malgré les tentatives de protéger Anju, les officiers ne parviennent pas à l'empêcher de voir les corps de ses camarades de classe. L'expression de douleur sur son visage est indescriptible. Émotionnellement épuisé, Rentero monte sur le toit du poste de police, où il lit les feuilles sur lesquelles les enfants maudits avaient détaillé ce qu'ils voulaient devenir en grandissant. La tristesse et la frustration le rongent. Kisara l'appelle pour lui dire que Tina s'est calmée, mais Rentero ne peut contenir sa fureur. Il exprime sa frustration, affirmant que protéger ceux qui ne le méritent pas est inutile et déplorant la douleur causée par la bombe, qui avait été chargée de fragments d'uranium pour maximiser la souffrance. Kisara tente de le réconforter, suggérant que peut-être en sauvant Tokyo, une partie de la haine qui les entoure pourrait s'estomper. Mais Rentero, de plus en plus désabusé, déclare qu'être un officier civil est un travail ingrat, sans aucune reconnaissance. Soudain, les vents se lèvent, et au loin, le monolithe 32 s'effondre un jour, plus tôt que prévu. Les autorités n'avaient pas pris en compte la rapidité avec laquelle le vent pouvait changer, déstabilisant la structure et provoquant sa chute. Anju, encore secouée par ce qu'elle a vu, essuie ses larmes avec détermination. Elle sait que malgré la douleur, ils ne peuvent pas s'arrêter maintenant. Rentero et Anju avancent avec une sombre résolution, prêts à remplir leur rôle dans la bataille à venir. La bataille contre l'armée d'Aldebaran a commencé. Anju, avec une nervosité palpable, se demande s'ils ont la moindre chance de gagner, ce à quoi Rentero répond, de manière quelque peu ambiguë, qu'il n'en est pas certain. Soudain, les lumières du champ de bataille s'éteignent. L'équipe croit avoir gagné, mais la communication est brisée lorsqu'un char est projeté en l'air comme un jouet, anéantissant le moral du groupe. Immédiatement, une horde de Gastrea charge le camp des officiers civils, et le commandant Hidehiko Gato commence à crier des ordres pour se préparer. Tina, avec sa vision perçante, détecte un groupe de Gastrea volants qui lâchent dans des plus petits près de la forêt un mouvement inaperçu des autres. Réalisant la tentative de flanquement, Rentero décide de désobéir aux ordres et mène son équipe dans la forêt pour les intercepter, même s'il sait qu'il enfreint les règles. Alors qu'ils s'éloignent en courant, Gato les repère et leur crie de revenir, mais il est trop tard. Ils sont déjà engagés dans l'action. La bataille dans la forêt est un succès, et Rentero est impressionné par la force et la bravoure de ses camarades. Cependant, leur victoire est éclipsée lorsque des lumières rouges clignotent dans le camp principal. À leur retour, Rentero et son assistante sont témoins des Gastrea observant le carnage, massacrant sans pitié d'un ton sombre les commandants marmonnes qui n'ont jamais eu la moindre chance, mentionnant quelque chose à propos de la moindre hésitation. Soudain, le sol sous Hidehiko s'effondre, et un Gastrea le dévore entièrement. Rentero, horrifié, observe un éclair jaillir d'un Gastrea invisible, anéantissant davantage de soldats et confirmant que les lances de lumière étaient bien réelles. À ce moment-là, Aldebaran, le colossal Gastrea de Stade 4 qui a détruit le monolithe, rugit et se retire de la bataille, son armée le suivant. Les survivants observent en silence, stupéfaits, les Gastrea se retirer de manière inattendue. Après la bataille, Tamaki et Rentero discutent des pertes. Rentero estime qu'ils ont perdu la moitié de leur force, tandis que Tamaki souligne que les Gastrea ont également subi des dommages. Cependant, Rentero avertit qu'ils se sont probablement déjà rétablis, grâce aux cadavres humains transformés en Gastrea. Avec à peine 500 personnes restantes, ils doivent maintenant affronter une armée de plus de 2000 individus. Dans un hôpital improvisé, Rentero retrouve Inju et Kisara qui aident les blessés. Sumire surprend Rentero en le serrant dans ses bras par derrière, lui faisant croire qu'elle était en sécurité dans un abri, mais elle a décidé d'aider plutôt que d'attendre en vain. Rentero est frappé par la force d'Inju et Sumire le prévient d'éviter d'évoquer la perte de ses camarades, car Inju est encore en train de digérer la douleur. Plus tard, l'équipe arrive dans un hôtel abandonné que Shuma a découvert. Ils sont accueillis par Tina, qui a nettoyé l'endroit. Pendant le dîner, Yuzuki loue les talents culinaires de son frère,
tandis que Midori sert le thé. Alors que les conversations se tournent vers les inquiétudes concernant le retour des Gastrea, Kisara révèle que les survivants des éclairs de la bataille montrent des signes d'empoisonnement au mercure. Tina, utilisant ses drones, mentionne qu'elle a détecté le Gastrea responsable de ces tirs à 5 km de distance, bien qu'il reste invisible. Au milieu de cette tension, un soldat arrive avec un message. Rentaro a été convoqué par le commandant Nagamasa Gato. En rencontrant Gato dans un bâtiment abandonné, Rentaro remarque que le commandant a perdu sa jambe gauche. Gato commente froidement qu'Aldebaran la lui a arrachée, comme si ce n'était rien d'important. En discutant de la mort de son fils Eyed Iko, Rentaro choisit de lui dire qu'il est mort bravement, bien que Gato déplore de l'avoir forcé à devenir officier civil, confessant qu'il lui aurait permis de suivre une autre voie s'il avait su comment cela finirait. Rentaro partage sa théorie selon laquelle Aldebaran contrôle les Gastrea par des phéromones et que s'il le tue, l'armée s'effondrera. Gato cependant répond qu'Aldebaran est pratiquement invincible. Bien qu'il ait réussi à blesser son cerveau, la bête s'est simplement régénérée. Gato révèle ensuite que son véritable ennemi est le Gastrea, qui tire des rayons de mercure surnommés Pléiades, et suggère que s'ils peuvent le tuer, Aldebaran sera plus facile à vaincre. Cependant, après avoir réprimandé Rentaro pour avoir désobéi aux ordres, Gato le condamne à dissoudre son équipe et à faire face à la peine capitale. Dans un accès de rage, Rentaro tente de discuter, mais il est rapidement maîtrisé par l'initiatrice de Gato, Asaka Mibu. Malgré l'injustice flagrante, Gato offre à Rentaro une opportunité. S'il peut tuer Pléiade, il sera pardonné. Bien que Rentaro sache que c'est une mission suicide. Alors que Rentaro se prépare à quitter l'hôtel, Kisara l'intercepte. Elle tente de le persuader de s'enfuir ensemble, mais Rentaro, sachant qu'il n'y a pas d'échappatoire si les Gastrea conquièrent Tokyo, refuse l'offre. Kisara le traite d'idiot en le regardant s'éloigner. Dans la forêt, alors qu'il cherche Pléiade, Rentaro est pris en embuscade par une meute de Gastrea loups. Bien qu'ils parviennent à se défendre, l'un d'eux le renverse, et ils tombent tous deux dans une rivière. En sortant de l'eau, il est encerclé par les Gastrea, y compris leur chef à 2 têtes. Juste au moment où tout semble perdu, les Gastrea sont déchirés par une force invisible. Des ombres émergent, Kagatan et Haruko et sa fille, Koina. Avec un sourire sinistre, Kagatan commente que c'est une coïncidence de se revoir, laissant Rentaro stupéfait de le voir en vie. La nuit, Rentaro, toujours méfiant, garde son arme pointée sur Kagatan. Cependant, son ancien ennemi mentionne qu'ils lui ont déjà fourni de la nourriture, des antibiotiques et des bandages. Koina, avec sa froideur habituelle, demande des nouvelles d'Inju et exprime son désir de la découper. Kagatan explique qu'ils ont observé la bataille de loin, et quand Rentaro le réprimande pour ne pas avoir aidé, Kagatan, d'un ton philosophique, demande ce qu'il y gagnerait. Rentaro mentionne la paix, mais Kagatan confesse n'avoir aucun intérêt pour elle. Rentaro, frustré, conclut qu'il est fou, et Kagatan, avec un rire, répond qu'il n'a jamais été sain d'esprit. Le matin, le duo Haruko disparaît, mais Kagatan laisse des informations cruciales. Il a localisé Pléiade, bien que Rentaro reste méfiant quant à ses motivations, il décide de continuer, tandis que Kagatan et Koina le suivent à une distance prudente. Le trio avance finalement, et il semble qu'ils se dirigent tous dans la même direction. Rentaro et ses compagnons se retrouvent devant un nid de Gastrea, des monstres monstrueux aux mauvaises intentions, bien que leur haleine soit encore pire. Au centre de tout cela se trouve leur cible principale, Pléiade, un monstre massif qui était dans un long sommeil. Saisissant l'occasion, l'équipe décide d'en finir avant qu'il ne se réveille pour son café. Ils réussissent, mais le bruit ne passe pas inaperçu des Gastrea, qui, enragés, commencent à bouger. Dans une scène tout droit sortie d'un jeu de cache-cache, le trio se cache, tandis que les Gastrea s'enfuient, peut-être à la recherche d'un autre chef. La chance est de leur côté, car les F-15E Strike Eagle du JASDFF et l'artillerie se chargent des hordes de monstres avec un festival d'explosions. Mais bien sûr, rien n'est jamais aussi simple. Aldebaran, le roi des Gastrea, apparaît pour défendre ses camarades. Une bombe de 500 livres lui arrache la tête, ce qui semble être la fin parfaite, jusqu'à ce qu'il commence à la régénérer. Comme si de rien n'était, Aldebaran libère un nuage de phéromones, appelant probablement ses forces à battre en retraite et à vivre pour combattre un autre jour. Après cet événement explosif, Rentaro retourne à la base, où il est accueilli par Anju, sa compagne inséparable. Kisara, sa camarade guerrière et alliée stratégique, lui annonce une nouvelle choquante, Rentaro est désormais le commandant des officiers civils suite à la mort de Gato, l'ancien chef. En observant le corps de Gato, Rentaro remarque que, bien qu'il n'ait pas toujours été d'accord, il ne le haïssait pas. L'atmosphère se tend lorsque les officiers civils survivants encerclent Kagatan, un ancien ennemi désormais devenu allié. Avant que la situation ne dégénère, Rentaro rappelle à tous que le véritable ennemi est le Gastrea, pas eux-mêmes. Au milieu de cette tension, Shuma fait face à une tragédie personnelle. Sa partenaire Midori a été infectée par le virus Gastrea, ce qui signifie qu'elle se transformera bientôt en l'une de ses abominations. Kagatan, toujours pragmatique, suggère de la tuer avant qu'il ne soit trop tard. C'est un coup dur pour Shuma, qui doit maintenant affronter les dures réalités de son monde. Dans une dernière conversation avec Midori, elle révèle qu'avant de le rencontrer, personne n'avait jamais eu besoin d'elle. Malgré la douleur et la confusion, elle se tire une balle dans le dos, préférant la mort à la transformation et au fait de mettre les autres en danger. Avec son dernier souffle, Midori laisse une marque sur Shuma.
qui demande maintenant à Rentero de vaincre Aldébaran comme un ultime geste d'adieu. Shuma confesse également qu'il avait été excommunié de l'école d'arts martiaux tendus, ajoutant plus de poids à sa demande de justice pour Midori. Le lendemain, Rentero assume son rôle de chef des officiers civils. Mais ce n'est pas un titre facile à porter. Lors d'une réunion tendue, certains officiers suggèrent de fuir face à l'avancée des Gastrea. Rentero répond en poignardant l'un d'eux à l'épaule, signifiant clairement qu'il ne permettra pas le chaos dans les rangs. Kagatan et sa fille, Koina, le soutiennent, montrant que Rentero n'est pas aussi compatissant que Gato l'était, mais qu'il est ferme. Kisara confronte Rentero sur ses méthodes, arguant qu'instaurer la peur chez ses subordonnés ne lui gagnera pas d'alliés à long terme, mais Rentero, endurci dans son nouveau rôle de commandant, répond qu'il s'en moque, tant qu'il continue de se battre. Malgré cette froideur, Kisara promet de rester à ses côtés, même si personne d'autre ne le fera. La situation se complique lorsque l'initiatrice de Gato accuse Rentero d'être un dictateur et de ne pas être à la hauteur de l'héritage de Gato. Dans un accès de rage, elle tente de l'attaquer, mais intervient et l'arrête. Shuma lui demande d'être son initiatrice temporaire, et elle accepte. Juste au moment où Miori arrive avec des renforts, Rentero avait engagé Miori comme stratège, et elle arrive avec un plan et une arme qui pourraient changer le cours de la bataille. Une bombe plus puissante que la précédente, capable de détruire Aldébaran, à condition qu'il puisse la placer dans son noyau. Le défi est qu'ils doivent percer l'armure résistante d'Aldébaran et s'assurer qu'il est en train de se régénérer pour que la bombe ait son effet maximal. Cela nécessite plus de puissance de feu qu'ils n'en ont actuellement. Mais Miori souligne que les capacités uniques de Rentero sont exactement ce dont ils ont besoin pour exécuter le plan. Rentero accepte la tâche et ordonne que le camp soit déplacé, utilisant certains monuments comme tours d'observation pour obtenir une meilleure vue du champ de bataille. À la tombée de la nuit, Rentero réfléchit aux doutes d'Inju concernant leur mission. Elle se demande si le système des officiers civils est vraiment un moyen de protéger les gens, ou si ce n'est qu'une excuse pour se débarrasser des Gastrea et des enfants maudits. Rentero, cependant, la rassure en lui disant que ce qu'ils font est bien plus que cela. Ils risquent leur vie pour le bien des autres. L'équipe étant enfin en position, Rentero réalise qu'avec l'ajout de Kagatan et Koina, leur groupe est complet, couvrant toutes les faiblesses qu'ils avaient. Lui et Inju sont le roi de l'échiquier, Kisara et Tina prennent la place de la reine, les frères Katajiri sont les valets, Shuma et l'initiatrice de Gato sont les as, et Kagatan et sa fille sont les jokers. Tout est prêt pour l'affrontement final contre Aldébaran, qui, entièrement régénéré, avance vers eux de toute sa puissance. Mais juste au moment où la bataille est sur le point de commencer, la scène se déplace vers Takito et son groupe de subordonnés idiots qui, dans une tentative désespérée de contrecarrer les plans de Rentero, jettent les sources d'énergie dans la rivière. Takito, satisfait de son idée brillante, affirme que ce sera la fin de Rentero. Notre héros pourra-t-il surmonter ce nouvel obstacle ? Les officiers de sécurité civile restants, ainsi que les éléments des JSDF qui n'ont sans doute plus que l'artillerie, leurs blindés et leur infanterie ayant été détruits il y a 2 épisodes, attendent les batteries. Mais elles n'arrivent pas. Tina, avec sa vision améliorée, peut voir l'emplacement exact des Gastrea, mais elle seule a ce privilège. Juste au moment où tout semblait perdu, le ciel s'est illuminé de lampadaires. Ce n'était pas n'importe quel lampadaire, il venait du palais du leader, faisant partie du festival Jonin, où les gens et les enfants maudits s'étaient rassemblés. Seitenshi dit à Rentero que chaque lumière est remplie d'espoir et de prière pour la survie, insistant sur le fait qu'il doit gagner la bataille. Puis, d'un ton plus réfléchi, elle dit à Inju qu'elle croit que les gens ont 2 visages, l'un de lumière et l'autre d'obscurité. Inju répond en affirmant qu'elle protégera les deux. Les Gastrea s'approchent dangereusement et le groupe commence à tirer avec des mortiers et des mitrailleuses GPMG, réussissant à briser la première vague. Les adjubants rejoignent l'action, attaquant les Gastrea avec leur arsenal complet. Alors que la bataille s'intensifie dans la ville, Kisara, les adjubants restants et l'équipe de Rentero s'occupent des monstres, les détruisant un par un. Shuma et Kagatan disent à Satomi de ne pas perdre de temps avec la petite friture. Finalement, face à Aldébaran, Rentero et Inju parviennent à placer la bombe LP à l'intérieur de son corps, profitant du moment où il ouvre sa carapace pour tenter d'arrêter Rentero. À une distance sûre, le groupe attend l'explosion. Mais la bombe échoue à la dernière seconde. Rentero, désespéré, réalise qu'il y a encore un moyen de la faire détonner manuellement. Avant de procéder, il fait ses adieux à Inju, la remerciant pour tout et la rend inconsciente pour la protéger de ce qui est sur le point de se produire. Rentero essaie d'appliquer suffisamment de force pour faire détonner la bombe, ce qui est possible à bout portant. Bien qu'il parvienne à esquiver certains projectiles, il ne peut éviter d'être touché par un fluide corrosif qui détruit le varanium, et en conséquence, il perd sa jambe. Juste au moment où la situation semble désespérée, Shuma apparaît et l'aide à atteindre un endroit sûr. Déterminé, Shuma mentionne que la technique qu'il a fait excommunier de l'école d'arts martiaux tendue est interdite, mais il l'utilisera pour enterrer Aldébaran. Malgré les protestations de Rentero, Shuma affronte le monstre et lui porte un coup si puissant qu'il parvient à activer la bombe. Après une impressionnante explosion en forme de champignon, Rentero reprend conscience, et avec l'aide d'Inju, se lève pour être témoin de la dévastation. Aldébaran et Shuma sont morts, les Gastrea ont été vaincus, bien que beaucoup se soient échappés au-delà des monolithes. Le coup fut immense.
Parmi les officiers de sécurité civile, seules une vingtaine survivent, et les pertes des JSDF au cours des 2 derniers jours sont stupéfiantes. Dans le ciel, des matériaux pour un nouveau monolithe sont transportés, signalant que les officiers de sécurité civile ont remporté la 3e bataille de Kanto. 2 jours plus tard, au complexe Tendu, Kazumitsu Tendu apparaît pour confronter Rentaro, Kisara et leurs initiatrices. L'atmosphère est tendue. Kisara l'interpelle sans détour en tant que vice-ministre des Terres, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, le même salaud responsable du monolithe défectueux qui a causé tant de morts. Il pensait avoir éliminé toutes les preuves concernant la construction du monolithe. Mais Kisara avait découvert la vérité, les blocs d'uranium avaient été mélangés à d'eau de matériaux pour réduire leur pureté et Kazumitsu avait empoché l'argent. Arguant que la pureté aurait dû être suffisante, Kisara souligne que ce ne fut pas le cas avec Aldebaran et lui reproche d'avoir utilisé ses gains mal acquis pour s'assurer sa position actuelle. Kisara le tient pour responsable des vies perdues pendant la bataille. Kazumitsu, révélant sa véritable nature de scélérat, affirme qu'il contrôle tout avec l'argent et s'enfuit dès que le danger surgit. Le défiant en duel, sa secrétaire, maîtresse peu importe, Shina Kazumi, agit comme témoin de Kazumitsu, tandis que Rentaro le fait pour Kisara. Rentaro se demande si les choses en sont vraiment arrivées là, mais Kazumitsu, confiant, déclare qu'il fera enfin taire Kisara. Elle, cependant, est déterminée à venger la mort de ses parents. Utilisant un style de combat inconnu de Kazumitsu, Kisara le défait rapidement, déviant son attaque et, d'un seul coup, lui coupe les jambes. Alors qu'il gît au sol, elle révèle que sa 2e attaque fut bien plus rapide que ce que Kazumitsu pouvait percevoir et exige de connaître la vérité sur la mort de ses parents. Sous la pression, Kazumitsu confesse que lui, ainsi que 3 autres, dont Kikanojo Tendu, étaient impliqués. Le père de Kisara était sur le point d'exposer la corruption au sein du clan, affirmant qu'ils avaient orchestré des événements pour s'emparer de leur pouvoir actuel. Satisfaite de l'information, Kisara quitte le dojo avec Rentaro et les autres. Kazumitsu, soulagé, pense avoir été pardonné, mais alors qu'ils partent tous et que Rentaro ferme la porte, Kisara révèle que son 2e coup fut fatal. De l'intérieur du dojo, le son de la tête de Kazumitsu qui se fend est entendu, projetant du sang sur Kazumi. Rentaro se précipite immédiatement, exhortant les filles à ne pas regarder. Kisara a enfin accompli sa vengeance, exécutant l'une des personnes responsables de la mort de ses parents. Visiblement secoué, Rentaro lui dit qu'il savait que ce n'était pas la justice, mais une exécution. Kisara répond qu'il n'a pas pu se résoudre à tuer les personnes responsables des incidents passés, comme Kikanojo et Saojin. Elle affirme que, si Rentaro représente la justice, seul le mal peut détruire un mal plus grand, et que ce mal, c'est elle. Ces mots troublent Rentaro, qui craint qu'un jour, lui et Kisara ne s'affrontent en ennemis. Sur ce, il quitte les lieux, sous les yeux attentifs de toutes les personnes présentes. Pendant ce temps, Seitenshi s'adresse aux habitants de Tokyo, annonçant l'approbation de la nouvelle loi sur les Gastrea. Elle déclare que, pour l'instant, les enfants portent le lourd fardeau de combattre les Gastrea, mais que cela peut changer, et qu'il leur appartient de rendre cela possible. Pendant ce temps, Rentaro et Inju se dirigent vers le palais sacré pour être... Pendant le voyage, Inju lui tend un serment. Tu ne te battras jamais seul. Nous ferons tout ensemble. Ne me rends pas inconsciente sans prévenir. Le 4e serment est interrompu, lorsque le tram dans lequel il se trouve s'arrête en raison d'un accident à la station suivante. Inju, réfléchissant, se demande s'ils auraient pu aider ceux qui sont morts, et pour la première fois, Rentaro laisse tomber sa façade. Se souvenant des sacrifices de ceux qui sont tombés, Shuma, Midori, Kayoi, il pleure de manière incontrôlable, confessant sa peur de devenir indifférente à la mort. Inju, souriante, promet qu'elle sera toujours à ses côtés, une promesse que Rentaro accepte avec gratitude.